souhaite la bienvenue et suis très heureuse de vous accueillir dans cet amphithéâtre avec une question que l'on va se poser. La notion que nous allons aborder, c'est la notion de marque employeur. Une question qui est, est-ce que cette notion de marque employeur est un effet de mode ou est-ce que c'est une vraie nécessité pour nos entreprises en général et pour les entreprises de notre territoire en particulier? Alors je suis vraiment très heureuse d'être accompagnée lors de cette soirée de chefs d'entreprise et de responsables du développement des ressources humaines. Alors effectivement, m'accompagne ce soir Emmanuel Giovanni, donc, qui est directeur du développement ressources humaines de Précom à Rennes. Florent Le Tourneur donc, et François Goujon, qui sont co-créateurs et co-dirigeants de l'entreprise Happy to Meet You de Rennes également. Donc, ils vous parleront un petit peu de cette entreprise avant de répondre à la question qu'on se pose. Et puis Franck Delalande, qui est créateur et dirigeant d'une toute jeune entreprise qui est TalentsTube, qui est placée sur Vannes. Alors, avant d'échanger, nous allons échanger nos points de vue concernant cette question, mais avant cela, je souhaitais dans un premier temps faire un petit cadrage, un cadrage contextuel et un cadrage conceptuel. Alors, quoi vous dire sur cette notion de marque employeur? Donc là, je vais mettre la casquette d'universitaire. On ne peut pas démarrer une conférence sans savoir de quoi on parle, n'est-ce pas? D'où la nécessité de rappeler un petit peu le contexte et la définition de cette notion-là. Nous voyons émerger cette notion de marque employeur dans le milieu des années 90 aux États-Unis, comme d'habitude. C'est vrai que ce type de notion nous arrive de là-bas. Et nous voyons arriver une notion qui était issue d'une alliance entre deux disciplines des sciences de gestion. D'une part, le marketing, d'autre part, la gestion des ressources humaines. Et nous voyons là donc le résultat de l'application des principes anglo-saxons du marketing aux clients dits internes de l'entreprise. On va s'intéresser effectivement à des clients spécifiques. Que sont les clients internes? Ces clients internes étant les salariés actuels des organisations et les candidats potentiels, c'est-à-dire les salariés futurs de l'organisation. Donc on est là dans cette émergence du milieu des années 90. Nous sommes dans l'utilisation des pratiques du marketing adaptées à une population spécifique de clients qui sont les clients internes des organisations. Quand on regarde la littérature et que l'on tente de définir cette notion de marque employeur, on voit apparaître un ensemble d'avantages. Les avantages fonctionnels, économiques, psychologiques, inhérents à l'emploi, avec lesquels l'entreprise, à titre d'employeur, est identifiée. Nous avons cette volonté d'identification de l'entreprise, cette identification passant par l'octroi d'avantages spécifiques donc, à des salariés, ces avantages étant de nature différente, on cite fonctionnel, économique, psychologique. Nous sommes là dans une revue académique anglo-saxonne, The Journal of Brand Management. Nous sommes au milieu des années 90 et nous sommes face à un premier article donc, académique sur cette notion-là. Plus tard, nous voyons dans le milieu des années 2000 spécifier cette notion d'avantage, et notamment 5 dimensions de la marque employeur apparaissent dans la littérature, avec d'abord la dimension d'intérêt du travail. L'intérêt du travail va construire effectivement cette marque employeur. Donc, derrière l'intérêt du travail, nous allons évoquer un environnement attractif, on va évoquer des nouvelles pratiques de travail, la place laissée à la créativité donc des salariés au sein d'une entreprise donnée, etc. Deuxième dimension de cette marque employeur, ce sont les relations humaines. Bien évidemment, l'environnement stimulant lié à ces relations humaines.
la qualité de ces relations humaines, la notion de bonne relation au travail, l'existence ou non d'esprit d'équipe au sein de cette entreprise. Troisième élément, nous avons les avantages économiques, avec les rétributions, avec la dimension de sécurité, avec les opportunités de promotion. Quatrième élément, le développement personnel. Est-ce que dans cette entreprise-là, la reconnaissance au travail est réelle ou pas? Est-ce qu'il y a de la confiance? Est-ce qu'il y a des carrières enrichissantes, des carrières qui peuvent évoluer au fur et à mesure du temps? Donc cette dimension de développement personnel. Et enfin, la cinquième dimension est en lien avec la transmission des savoirs. Est-ce que cette entreprise me permet de mettre en avant mes compétences, savoir, savoir-faire, savoir-être? Est-ce que cette entreprise me permet de transférer, de transmettre ces différents types de compétences? Donc nous sommes toujours dans un journal académique anglo-saxon qui tente effectivement de repréciser cette notion en mettant en avant ces différentes dimensions. Nous voyons donc apparaître cette notion-là, ce qui nous amène à évoquer le pourquoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, dans ces années 90, on voit apparaître cette notion? Quels sont les objectifs recherchés par les entreprises lorsqu'elles commencent à s'intéresser à cette notion de marque employeur? Si je reprends là encore la littérature, on voit arriver des objectifs de différenciation. Je cite, « se différencier de la concurrence en termes de fidélisation et d'attractivité dans un contexte de guerre de communication pour attirer des talents ». Nous voyons arriver là cette notion de talent, donc avec un contexte qui est un contexte de compétition, de concurrence. Cette concurrence-là sur des éléments qui sont effectivement des talents à chercher et à garder dans les organisations. Et pour cela, eh bien, on cite cette notion de guerre de communication. Il va nous falloir communiquer pour être en capacité de fidéliser, pour être en capacité d'attirer des compétences au sein de notre organisation. Je suis en 2003. En 2007, on voit arriver un autre élément, c'est la notion de conviction. Je dois convaincre. Je dois convaincre des salariés actuels ou potentiels qu'il fait bon travailler dans mon organisation. Et je me dois de créer mon identité propre d'employeur. Donc, comment je vais construire cette identité pour convaincre les salariés de venir et de rester travailler chez moi. Donc, il fait bon travailler dans mon organisation. Donc, ces objectifs-là sont tout à fait identifiés. C'est la construction de cette identité d'employeur pour arriver à attirer, pour arriver à fidéliser des compétences au sein d'une organisation donnée. Tout ça dans un contexte hyper compétitif, donc, où la communication est extrêmement importante. Qu'est-ce qui fait qu'on voit arriver cette notion-là? Eh bien, là, je vous fais part d'une hypothèse que je partage avec un certain nombre de chercheurs, qui est un contexte qui explique véritablement cette arrivée de la marque employeur. Et notamment, l'hypothèse que je pose avec vous ici, c'est l'hypothèse d'une inversion du rapport de pouvoir entre l'employeur et le salarié. Donc, pendant longtemps, on a cru dans les entreprises qu'il suffisait de vouloir recruter pour pouvoir recruter. Eh bien, le contexte aujourd'hui fait que nous constatons que ça n'est pas facile de non seulement attirer, recruter, mais également de garder un certain nombre de compétences au sein des organisations. Qu'est-ce qui fait que nous sommes dans cette situation-là? Qu'est-ce qui me permet de poser cette hypothèse-là? Premier élément, c'est un besoin de compétences spécifiques de plus en plus important pour la majorité de nos entreprises, dans un contexte hyper complexe, un environnement complexe, un environnement turbulent, etc., qui fait que l'atout majeur de nos organisations, ce sont les compétences des individus qui la composent. Donc, nous sommes là dans ce contexte de besoin de compétences spécifiques. Contrairement, enfin pas contrairement, mais en parallèle à ce premier constat,
nous identifions un changement du rapport au travail des salariés sur je dirais, dans le contexte français dans lequel nous sommes. Un rapport au travail qui a évolué dans le temps, qui n'est plus celui des générations précédentes, et qui est, je dirais, accompagné par des attentes de plus en plus exigeantes de la part des salariés au sein des organisations. Et quand on mène nos travaux sur quelles sont ces attentes des salariés actuels au sein des entreprises, arrive dans un premier temps cette dimension de contenu de travail qui va mettre en avant la qualité de vie au travail. Des attentes spécifiques en matière de qualité de vie au travail qui passent d'abord par la dimension de contenu. Quand on va rencontrer ces salariés, qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils nous disent? La recherche de sens du travail, la recherche d'intérêt, on l'a déjà évoqué, d'enrichissement, de progression, de diversité des tâches, etc., etc. Deuxième élément constitutif de cette qualité de vie au travail, l'environnement du travail avec des attentes très particulières en termes de convivialité, en termes d'ambiance, voire même en termes de plaisir au travail. Ce qui va à l'inverse de ce qu'on a pu dire dans les générations précédentes. Le travail, c'est la torture, le travail, c'est la souffrance, le travail... Ben non, là, on veut que le travail soit du plaisir. Troisième élément, c'est l'équilibre du contrat social. Le contrat social entre l'employeur et le salarié. Une attente d'équilibre, c'est-à-dire nous sommes dans cette logique de rapport entre ce que le salarié donne à l'entreprise ou ce qu'il croit donner à l'entreprise, c'est la notion de contribution, et ce qu'il attend de l'entreprise, la notion de rétribution. Ces salariés souhaitent un équilibre entre ce qu'ils reçoivent par rapport à ce qu'ils donnent. Et au-delà de cet équilibre du contrat social, il y a des attentes en termes de clarté du contrat social, en quoi l'employeur s'est engagé, et bien évidemment de respect du contrat social. Est-ce que ce qui a été dit est véritablement fait dans l'organisation? Cette cohérence entre le dire et le faire. Et là, attention à la manière dont on va communiquer concernant cette marque employeur. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a incohérence entre le dire et le faire? Donc ça, c'est un point qui va être notamment illustré par les propos de nos chefs d'entreprise. Donc, nous avons défini, nous avons expliqué le contexte, nous avons les objectifs. Maintenant, lorsque je ressens cette nécessité en tant qu'entreprise de construire cette marque employeur, eh bien, la littérature évoque le fait qu'il va falloir passer par un certain nombre d'étapes. Et 3 étapes ici sont évoquées. D'abord, la première étape, c'est l'identification de sa proposition de valeur. C'est ce que j'appelle ici la notion d'offre. Qu'est-ce que l'entreprise a à offrir de manière spécifique aux salariés et aux candidats potentiels? Deuxième élément, la communication de cette offre. Et là, je vais qualifier ça de promesse. Qu'est-ce que l'entreprise promet aux salariés en interne, en affichant des choses sur les murs, en mettant des choses sur Internet, etc., mais également aux candidats potentiels. Donc, quelle est la nature de cette promesse, de cet engagement de l'entreprise? Et puis enfin, troisième phase qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est la phase d'ajustement, c'est-à-dire être véritablement en cohérence, c'est-à-dire s'assurer que le réel perçu par les salariés ou par les candidats est en adéquation totale avec la promesse qui a été faite dans la phase précédente. Donc, voilà très rapidement une contextualisation de cette dimension de marque employeur qui va nous permettre maintenant d'alimenter nos propos. Donc, alimenter nos propos, et d'abord, je vais me tourner vers le directeur du développement des ressources humaines, qui est un recruteur et qui donc est complètement, je dirais, en relation directe avec les salariés et avec cette demande de recrutement. Alors, que
pensez-vous de cette marque employeur? Alors, je vais essayer. Vous m'entendez bien, là, ça y est? Alors, recruteur, là, j'ai un problème avec le micro. Je vais essayer d'être aussi clair que toi, même si je n'ai pas l'habitude des amphis comme ça. Je m'exprime bien en tant que recruteur, c'est vrai, du groupe Précom aujourd'hui, mais aussi sur une expérience plus personnelle d'entreprise précédente. D'abord en deux points, puisque c'est la sollicitation d'aujourd'hui. Recruter et fidéliser, c'était le premier volet, je vais l'aborder en deux points, et la question qui suivra, qui est sous-tendue à ces deux points-là, c'est que pensent les salariés des entreprises? C'est assez vaste, là-dessus je vais être très léger, parce que sinon j'empiéterai aussi sur, je pense, le champ de mes chers collègues, qui seront plus précis que moi en tant que cabinet aujourd'hui. Donc ce que je veux vous dire sur le recrutement, les difficultés liées à ça et à la réalité ou pas d'ailleurs d'une image de marque ou d'une marque employeur, c'est autour de situations d'entreprise très différentes, que dans le fond tu as tout dit. Même si c'est théorie conceptuelle universitaire, la réalité est là, tu as tout dit. Sauf que je tempérerai certaines situations où, pour travailler, parfois ce qui intéresse, c'est parfois un salaire, déjà, pour vivre tout simplement. Ça n'a peut-être pas été mis en exergue tellement, mais on en est encore là aussi aujourd'hui. Ça dépend aussi de la nature du métier. Des métiers sont très attractifs, d'autres pas du tout. Donc ce que je voulais vous dire dans mon expérience, c'est déjà demander à la salle si elle connaît l'entreprise Minute France. Si je vous dis Minute, M-I-N-I-T, Minute France, est-ce que certains pourraient lever le doigt? Si je vous dis l'enseigne Mister Minute, non. Si je vous demande si vous avez tous des clés et des chaussures, vous allez me dire oui. Et je pense que tous, plus ou moins, vous êtes passés dans cette enseigne, très proche de nous, au Columbia, il y en a un, pour les Rennais. J'ai travaillé dans cette entreprise pendant 6 ans et demi, en tant qu'adjoint DRH, et c'est une entreprise qui ne communique absolument pas à l'extérieur. Elle ne communique que par ses magasins. Le réseau Mister Minute est une filiale, la filiale française d'un groupe américain, et qui a pour principe le multiservice. C'est le seul réseau constitué en réseau de 300 magasins en France, concurrent des cordonniers. Là, ça vous parle. Et bien, comment on fait pour recruter des opérateurs multiservices? C'est un métier qui a un déficit d'image énorme. Personne ne veut trivialement taper la godasse de n'importe qui. Ça n'intéresse pas grand monde de refaire des clés. Comment on fait? Eh bien, quand on n'a pas le droit en plus par sa DG de ne pas communiquer à l'extérieur, hors le produit, hors les magasins, on fait comment? Eh bien, à l'époque, on avait aussi des vraies difficultés de recrutement pour ce métier-là, avec ce que je viens de vous dire. On a revu simplement notre slogan dans des annonces d'emploi très basiques. Vous n'avez pas de diplôme, vous avez un goût pour le travail manuel et les aptitudes commerciales, rencontrons-nous. C'était déjà le venez comme vous êtes, d'une certaine marque qui fait des sandwichs, je crois, à la viande. Ça nous a permis effectivement d'apporter une forme de promesse et de détendre les gens qui hésitaient ou qui ne connaissaient pas, se disant moi je suis en difficulté, voilà. Et on a créé des sas de recrutement sur aptitude. On a été amené à recruter des anciens chauffeurs de taxi, des hôteliers, des gens de tout profil. Et c'est là où on a ensuite, avec eux, travaillé sur l'engagement employeur, au-delà de l'attractivité qu'on n'avait pas, d'une notoriété qu'on n'avait pas, parce qu'avant de parler d'une marque employeur, il faut déjà avoir une notoriété. Et ça va être mon second exemple avec Ouest France et mon entreprise actuelle. Donc cette entreprise-là, dans le premier exemple, zéro notoriété, un métier inattractif, comment on fait? Donc des critères très simples de sélection et de comment vous pouvez postuler déjà, et pour libérer l'initiative de postuler vers nous. Et après, c'était un sas de recrutement avec des notions d'aptitude un peu innovantes, ça fait 10 ans déjà. Et puis un engagement employeur très fort sur la formation professionnelle. Comment je fais pour accéder à un métier d'opérateur multiservice sur un magasin où je gère la clientèle, la caisse, des prestations techniques, le stock, les relations dans le GIE du centre commercial. C'est un vrai métier, méconnu, avec des responsabilités ensuite très rapides et un bon niveau de salaire. Et bien sur ces publics-là, c'est vrai à 80% masculin, parfois en difficulté d'emploi, on arrivait à créer un vrai projet de travail et puis de responsabilisation, mais pas de carrière, pas forcément de projection à long terme, puisque l'entreprise est très ramassée sur des magasins, il y avait opérateur et responsable, sinon il fallait changer de région pour faire autre chose. Mais voilà, je voulais exprès donner cet exemple parce qu'il est très basique, très concret, il est loin du numérique aujourd'hui, il est loin de la recherche de talents qui sont parfois pénuriques aujourd'hui, mais il était une problématique d'entreprise face à l'incapacité de trouver des gens pour faire tourner des magasins, puisqu'a priori ça n'intéressait personne. Donc on a juste revu nos critères de recrutement très larges
Aucune filière n'existait en France si ce n'est les CAP de cordonnier, mais la plupart voulaient aller après vers des diplômes des métiers d'art de bottier. Voilà, c'est beaucoup plus noble, mais surtout pas aller dans un métier de multiservice. Voilà cette expérience. Donc, marque employeur, elle n'existe pas, la notoriété, elle est très faible. Comment on fait pour recruter? Eh bien, on est très concret, très pragmatique. Et ensuite, par contre, on a un engagement employeur très fort sur l'investissement formation et sur la capacité à laisser les clés à un opérateur pour devenir responsable de magasin. C'était la seule, finalement, évolution de carrière. Et donc ça, c'est une expérience, en tout cas, moi, qui m'a beaucoup plu pour ces applications très concrètes de ce sujet-là. Deuxième volet, c'est aujourd'hui le groupe Précom, qui n'est pas que la régie Précom, mais si je vous dis Ouest France, ici, je pense que dans la salle, toutes les mains vont se lever, vous l'avez tous plus ou moins connu, vous le connaissez encore, j'espère. Précom, déjà, ça vous parle peut-être un peu moins, c'est la régie publicitaire. Le groupe Précom, lui, a comment dire, une kyrielle, enfin une liste de lignes d'activité autres, dans lesquelles il y a Précontact, dont je ne parlerai pas trop ce soir, mais j'aurais pu en parler beaucoup sur la marque employeur, qui est une agence de com RH et qui défend effectivement les mêmes notions que Florent et François. Il y a des agences de com RH, il y a Medialex en annonce légale, il y a la radio, enfin il y a une liste d'activités diverses et variées qui fait qu'on a une image de marque employeur, une marque employeur très floue dans le sillage du journal Ouest France. Donc on a du mal sur le marché à être très clair, très identifié, là aussi aujourd'hui dans un marché très concurrentiel, notamment sur le métier de commercial en solutions publicitaires. Parce que là, c'est un marché en tension aujourd'hui. On est en concurrence avec Groupama, n'est-ce pas, mon cher? On est en concurrence avec les banques, les assurances, avec le photovoltaïque, enfin avec toutes sortes d'entreprises aujourd'hui qui ont besoin de commerciaux et de commerciaux de talent. Et on se heurte aussi à des problématiques géographiques. On a besoin d'un commercial à Pontivy, à Lannion, à Lamballe, à Quimper, à Saint-Malo. Et bien dans toutes ces villes, ça peut paraître bizarre, mais c'est difficile parce qu'on est en concurrence et que dans le fond, là encore, c'est moins la marque employeur. Je suis un peu à contre-courant de ce côté-là, c'est moins la marque employeur qui va faire la différence que véritablement le contrat, l'engagement employeur. Parce que travailler pour une entreprise qui défend les couleurs de Ouest France, c'est bien, ça fait rêver, mais après, vous me promettez quoi? Et on avance comment par rapport à ce qui se passe chez Groupama? Donc c'est vrai que c'est des secteurs concurrentiels très forts. On va être sur des aspects tels que la rémunération, les avantages à côté, enfin, et on a du mal aussi parce qu'on va être retoqué sur la rémunération, retoqué sur les outils qu'on va donner, parce que là, effectivement, il peut y avoir du choix en face de nous. C'est vrai que le rapport, dans ce cas-là, est vraiment inversé. Donc même si on s'appelle Ouest France, même si c'est un grand groupe ici dans la région, même s'il peut y avoir quelques perspectives, c'est un vrai, j'aime pas le mot guerre tout à l'heure, c'est un vrai challenge, un vrai défi aussi d'attirer, de fidéliser, j'en suis pas encore là, mais déjà d'attirer. On est dans le tunnel de conversion que nos amis d'Apito Michu parlent tout à l'heure, mais d'attirer, convertir, garder. Et nous, on a un problème de conversion sur les commerciaux aujourd'hui, même dans un grand groupe comme ça. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces deux aspects de recrutement. Pour moi, c'est vraiment à regarder en fonction des situations d'entreprise, des situations géographiques et de chaque métier. On ne peut pas véritablement faire de généralité. Un développeur aujourd'hui ne sera rien à voir avec une assistante commerciale. En plus, là, je fais du sexisme, je dis assistante au féminin. Pas bien. Parce que là, on a 80 CV sur un poste et c'est 80 femmes. Donc, c'est des pratiques de métiers très différentes et la marque d'employeur, il ne change rien. Deuxième volet, c'était fidélisation et marque employeur. C'est ce que tu m'avais évoqué. Moi, j'ai titré ça un petit peu, ça apparaît ici, oui. Alors, je fais une petite métaphore par rapport à la vie de couple, parce que je trouve que c'est un peu ça. Une fois qu'on s'est recruté, une fois qu'on s'est séduit, eh bien, est-ce que la vie commune, c'est un long fleuve tranquille? Et c'est là où, pour moi, la marque employeur, elle peut se diluer. Même si c'est un peu comme un certain yaourt, tout ce qui se fait à l'intérieur se voit à l'extérieur, c'est quand même un rapport entre deux personnes. Et ça peut évoluer très vite avec plein d'éléments. Et je me demande même si la fidélisation, c'est une obligation. Je suis un peu provoque, mais est-ce qu'on est vraiment obligé d'avoir des politiques de fidélisation? On a des cas sur certains métiers, on préfère un turnover. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat maintenant, peut-être ce sera d'autres débats. Donc pour moi, là, ce sont une fois de plus, au-delà de la marque, ce sont des engagements réciproques. Mais tu l'as évoqué tout à l'heure. Engagement de l'entreprise qui peuvent changer au fil de la vie de l'entreprise, engagement du collaborateur qui peut changer au fil de sa carrière. Et donc, il n'y a rien qui fait que c'est un avenir linéaire. Par contre, ça c'est plus ma conviction personnelle, je pense que tu l'as évoqué aussi tout à l'heure, c'est la qualité des engagements tenus
qui fera la reconnaissance de l'entreprise et la marque, in fine. Et plus que fidéliser, moi je suis plus dans la recherche, faire en sorte que nos collaborateurs puissent s'épanouir. On peut s'épanouir à court terme, on peut s'épanouir à long terme, mais la fidélisation, je le prends comme une obligation de trouver les plans de carrière pour tous. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible dans tous les cas, et ce n'est pas parfois pas attendu. Il y a des collaborateurs qui se... Alors, égal de se dire j'ai un plan de carrière, moi je suis plutôt une abeille et je préfère butiner. Donc je nuance. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, là, on était sur le regard un peu du DRH. Et qu'est-ce que le DRH peut nous dire sur le retour des salariés? C'est-à-dire, aujourd'hui, qu'est-ce que les salariés pensent des entreprises et de l'entreprise Précom en particulier? Eh bien, je n'aimerais rien savoir parfois. Je ne suis pas dans leur tête. Et il y a une personne dans la salle, effectivement, qui a fait une expérience chez nous. Peut-être qu'elle pourra s'exprimer. Non, je ne suis pas dans leur esprit. Et puis là, on rentre vraiment dans quelque chose de très subjectif. On est, c'est vrai, du marketing RH. On est à l'ère de tout savoir sur tout le monde. Mais non, c'est une question de perception. C'est très subjectif. C'est pour ça que j'ai mis ça. On est à l'ère de la personnalisation. Donc il faut en prendre compte aussi dans nos politiques RH. On n'est plus dans l'ère de masse de faire une politique RH pour des ouvriers, des agents de maîtrise. Voilà. Non, il faut faire attention effectivement à chacun et à leur perception. Mais on est vraiment dans une très grande subjectivité. Donc là, j'ai autant de réponses que de salariés. Voilà, c'est ce que j'écrivais. Maintenant, quand même, il y a des tendances, et que Florent, j'imagine, étayera, ira plus finement que moi, à prendre en compte. Et je rejoins ce que tu disais tout à l'heure. On est à une époque de la méfiance, voire de la défiance. Travaillant dans la publicité, on le sait qu'il y a une grosse défiance envers les marques. Les marques dans le marketing pur, produits. Je ne vais pas vous parler de grands groupes automobiles avec des moteurs diesel, ou encore d'agroalimentaire qui met du cheval à la place du bœuf, ou de banques qui vendent des produits toxiques. Mais finalement, est-ce que j'ai envie de travailler dans ces entreprises-là? Est-ce que la marque employeur de ces marques commerciales n'est pas un peu viciée aussi? Je ne dis pas que nous on le vit dans le groupe Ouest France, je ne le vivais pas avant dans nos entreprises puisqu'elles étaient méconnues. Mais on a quand même au recrutement, effectivement, cette obligation à avoir un alignement entre la promesse et l'engagement qui sera tenu après. Mais ça, la difficulté, là on rentre dans la perception des collaborateurs dans chaque acte de la vie du travail, l'acte managérial, enfin on peut tous les décliner. Et chacun va vivre avec sa perception, sa subjectivité, une grande difficulté à un moment, qu'un autre peut-être pas le cas, ou une grande satisfaction au travail, peut-être pas le cas. Ce que tu as listé tout à l'heure dans la définition effectivement d'un bonheur, d'une qualité de vie, c'est exact. Mais chacun a son curseur. Donc c'est là où je tempère aussi les choses, je nuance, mais par contre c'est vrai qu'il y a une tendance actuelle, il y a une forme même de crise de confiance dans les marques en général, dans la publicité, dans le marketing produit, mais aussi dans les marques d'entreprise. Et pour moi, on ne vend pas un emploi comme on vend un petit pain, alors qu'on voit encore des entreprises qui communiquent comme ça. Et du point de vue collaborateur, je pense qu'on ne dépose pas sa candidature comme on fait un acte d'achat quelconque. Donc ça joue beaucoup. Il y a un aspect d'investissement personnel, il y a parfois quelque chose de très égocentrique, enfin voilà, c'est quand même moi. Ça joue énormément, et on le sent encore plus aujourd'hui, cette personnalisation de part et d'autre. Donc il faut y porter une attention. Je vois que je suis très clair sur cet aspect de méfiance, mais parce qu'on glisse des aspects de marketing RH à une vraie relation. Une fois de plus, mon credo, c'est l'engagement employeur plus que la marque employeur. Ce qui revient peut-être au même, mais c'est une forme d'authenticité qu'on va attendre dans les rapports. C'est la qualité de la réponse négative qu'on donne ou qu'on ne donne pas. C'est, ça me provoque la qualité de traitement d'un licenciement. Voilà. C'est tous les actes finalement de la vie, début à la fin, en emploi, pour moi, sont signés par l'employeur, sans faire de mauvais jeu de mots. C'est pas que juridique. Et cette signature, c'est une marque. Donc la manière dont on va gérer tous les process RH vont contribuer à la construction de cette marque. Oui. Le respect de l'individu dans les process RH vont contribuer à cette marque employeur. On va peut-être se tourner vers... Je voulais juste terminer. Oui, pardon. Je t'en prie. Parce que c'est là où je peux faire une transition d'ailleurs. Dernier point qui me tient à cœur, c'est l'avènement des comportements construits sur les codes de la consommation. J'ai évoqué ça avec les marques, on parle du marketing RH au marketing employeur. Sur le rapport inversé, tu l'as évoqué tout à l'heure.
C'est juste. Et on commence, nous aussi, à être notés. On commence aussi à avoir enfin ce qu'il y a dans la tête des collaborateurs quand ils sont en entreprise ou quand ils la quittent. Et c'est ce qu'on évoquait sur Glassdoor, mais on a aussi quelques antennes au Canada. Et je vous engage à aller regarder, avec mon accent anglais, ratemyemployer.ca, qui est un site qui commence à émettre les avis sur, c'est pas le TripAdvisor effectivement des entreprises, mais ça commence. Et on commence, nous aussi, à tenir compte de ça. Mais ce n'est que le début. Voilà, pour la transition. Voilà. Bien. Alors, nouvelle entreprise sur le marché rennais, Happy to meet you. François, quelques mots pour nous présenter. Tu as juste un micro devant toi. Normalement. Vous m'entendez? Oui. Ouais. Bonjour à tous. Effectivement, nouvelle entreprise, parce qu'on a créé l'entreprise il y a 1 an et demi. Donc voilà, on a tous les deux, Florent et moi, on a un passé dans l'entreprise. On était tous les deux RH en entreprise. Moi, j'ai eu la chance de faire l'IGR il y a déjà quelques années. Et donc on a beaucoup expérimenté toutes ces problématiques de recrutement. Et pas que le recrutement, effectivement, comme disait Emmanuel, la partie marque employeur, ça ne touche pas que le recrutement. Et après, tous les deux, plus de 15 ans d'entreprise, voilà, on a un peu souvent dit on est parti un peu comme des grands malades, hein, parce qu'on était plutôt bien, on était bien payés, on avait des beaux bureaux. Je pense que nos premiers locaux étaient plus petits que la taille de mon bureau quand j'étais salarié. Et voilà, mais par contre, on avait une conviction qui était de se dire aujourd'hui, le monde du recrutement il évolue. Et vous avez, classiquement sur le marché, vous avez les cabinets de recrutement et les agences de communication. Et les cabinets de recrutement, tels qu'on les pratiquait, souvent ils vous disaient, bah voilà, les recrutements ça ne marche pas parce que vous n'êtes pas attractif. Bon, ok. Et par contre, débrouillez-vous, et l'agence de com qui disait, bah, on fait de la pub, et par contre, bon, bah, il y a des trucs, vous n'êtes pas très bon, et puis si vous n'arrivez pas à recruter, c'est votre problème. Et donc nous, ce qu'on a souhaité faire, c'est vraiment être, on ne se présente pas comme ça, mais c'est être cabinet de recrutement et agence de communication. Et l'idée, c'est vraiment, en fonction du besoin du client, l'aider à travailler sur son attractivité. Et ce qu'on propose en communication, bah, on sait que ça marche parce que nous, on est des recruteurs. Et effectivement, c'est pas que de la communication, et c'est toutes les étapes du recrutement que nous, voilà, on connaissait bien. Et c'est venu comme ça, voilà, et puis là, effectivement, ça fait 1 an et demi. On est content, voilà, on a quelques années, presque une dizaine d'années d'avance sur notre prévisionnel de départ, mais voilà, aujourd'hui on est 14 et voilà, on est content avec Florent. Florent, il va vous expliquer un petit peu toutes les tendances sur le recrutement. Bonjour à toutes et à tous. Donc là, vous avez un super recruteur qui est heureux parce qu'il a posté une annonce et puis il brille. Voilà, donc ça arrive à beaucoup de recruteurs aujourd'hui de poster des annonces sur les job boards. Ça marche, mais ça marche pas toujours. Donc ça marche, et ça marche de moins en moins si ces mêmes annonces, ces mêmes job boards en ce moment ne se réinventent pas. Et, Franck en parlera de toute façon tout à l'heure encore mieux que moi. Concrètement, et donc la stratégie Post on Cry finit en Post on Cry parce que vous regardez les CV que vous avez et en général vous pleurez un peu. Parce qu'ils ne sont pas quali ou parce qu'il n'y en a pas. Très concrètement, ça dépend des entreprises. Hier, très concrètement, j'ai une entreprise du numérique qui m'a appelé, du numérique, je vous dis bien, j'insiste, 15 salariés qui cherchent un développeur et qui m'a dit j'ai passé une annonce à Pôle emploi et à PEC, j'ai pas eu de CV. Ah, tu m'étonnes. Donc, voilà, mais c'est aujourd'hui des comportements qu'on a tous eu. Moi, j'ai eu très concrètement en tant que recruteur pendant de nombreuses années de passer des annonces, etc. Et aujourd'hui, malheureusement, ça ne suffit pas et de plus en plus, ça ne suffit pas. On va venir sur le point d'après. Alors, j'ai mis ce slide qui est peut-être un peu difficile à lire de loin, mais je vais revenir sur un point qui est extrêmement important. À gauche, vous avez le candidat actif. Le candidat actif, pour résumer, c'est aujourd'hui le demandeur d'emploi ou la personne qui est malheureuse dans l'entreprise dans laquelle elle est et qui se dit « j'espère que l'herbe est plus verte ailleurs ». En tout cas, elle regarde le marché. Et vous avez à droite ce qu'on appelle le candidat passif. Et là, il y a un abus de langage parce qu'il est candidat à rien. Il est candidat à rien, il ne sait même pas qu'il est candidat. Il est globalement bien là où il est heureux, il est correctement payé, il est plutôt content de son patron, etc. Bref. Mais aujourd'hui, sur certains métiers, et de plus en plus, ça représente la quasi-totalité des personnes que nous on embauche. Ça ne veut pas dire qu'on n'embauche pas les autres personnes, mais que très concrètement, sur certains métiers,
On accompagne pas mal de startups. Les startups, rapidement, c'est des développeurs, des commerciaux, bon, ils appellent ça des développeurs, mais c'est des commerciaux, ou du marketing avec de l'inbound marketing. C'est les trois grands métiers qui ressortent assez rapidement. Et sur ces trois métiers, le taux de chômage aujourd'hui, il n'est pas de 10%, il n'est pas de 9%, il n'est pas de 7%, il est 2 à 3. Voilà, donc il va dire quasi du plein emploi. Et malheureusement, des candidats actifs, il n'y en a pas. Voilà. Et quand il y en a, quand il est très actif depuis très longtemps, on s'inquiète. Mais très concrètement, donc les stratégies classiques d'annonce, les candidats passifs, qui rappellent ce candidat rien, mais ils ne postulent pas aux annonces parce qu'ils ne vont pas sur Ouest France Emploi, ils ne vont pas sur Ouest Job, ils ne vont pas sur Monster, parce qu'ils n'ont pas besoin, ils ne cherchent pas. Et donc effectivement, si on n'a pas une stratégie de marque employeur, on les capte pas. Et donc il y a 4 axes dans une stratégie de marque employeur qui est indispensable. La première, c'est effectivement d'attirer ces personnes. D'attirer ces personnes par du contenu, de l'intérêt, de susciter l'intérêt. On touche, bon, ça s'appelle de l'inbound recruiting, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais concrètement c'est quoi? C'est un copier-coller de ce qui existe en marketing. Aujourd'hui, il y a des besoins, des choses que vous allez acheter, vous ne savez même pas que vous en avez besoin. Genre un iPhone X. D'accord? Voilà. Mais très concrètement, on vous donne du contenu, on vous donne envie, et même si vous n'avez pas envie d'acheter un iPhone parce que le vôtre, il est très très bien, hein, on a fait changer bientôt, vous en avez envie. Et vous allez attirer les personnes. Et c'est exactement ce qu'on attend de la marque employeur, c'est de donner envie, donner du contenu, donner du sens. Je vais prendre un exemple très concret. On accompagne donc un certain nombre d'entreprises. On accompagne une entreprise à Paris qui s'appelle seloger.com. Et seloger.com avait une image plutôt d'attirer des personnes qui travaillent dans le monde de l'immobilier. D'accord? Type des gens qui travaillent chez Century 21, etc. Sauf qu'ils ne recrutent pas un seul agent immobilier, c'est une agence web qui a 15 ans d'existence, mais qui est spécialisée dans l'immobilier et qui donne tout un tas de produits à destination de nous tous, grand public. Et donc, les communications qu'ils faisaient étaient toujours auto-orientées sur le marché de l'immobilier, il est cela, la loi Pinel ceci, enfin, on peut parler plein d'exemples. Et donc, ils attirent des agents immobiliers. Et voilà, aujourd'hui, donc, on a travaillé avec eux et ils communiquent plutôt sur ce qui est leur problématique, ce que sont les data. Donc, ils cherchent des data scientists, le big data, ensemble. Et donc, ils communiquent sur, effectivement, ces choses-là pour pouvoir attirer ces profils-là. Avec un point qui est extrêmement important, qui a été dit tout à l'heure, on personnalise effectivement. Ils ne recrutent pas que des data scientists, mais leur enjeu, c'est celui-là. Et aujourd'hui, leur communication marque employeur, elle est focus sur cette thématique. À côté, ils recrutent des postes en assistanat, en comptabilité, mais ils n'ont pas besoin de faire de la marque employeur parce que ce n'est pas un enjeu radical pour eux. Donc important de ne pas aller tout azimut contre la marque employeur, vraiment d'être focus sur un point. C'est quoi ma cible? J'attire cette cible. Ensuite, je les convertis pour les transformer de je t'ai attiré, ça m'intéresse, pour un autre postuler. Et là, ça passe effectivement par des annonces, parce que les annonces ont toujours leur place, mais des annonces un peu sexy, quoi. D'accord? Je ne sais pas si à l'IGR on vous apprend à rédiger des annonces, mais sérieusement, vous regardez les annonces, vous tapez Indeed, vous regardez les annonces, à 99%, elles sont pitoyables. C'est toutes les mêmes. Hein. D'accord? Mais je vous mets dedans, hein, j'ai été pitoyable pendant des années, je peux vous l'assurer. D'accord? Avec entreprise, dynamique, machin, leader de son marché. On est tous leaders de quelque chose. Hein. D'accord? Mais concrètement, et on ne parle pas aux candidats, en tout cas aux personnes qu'on a attirées. Et la première des choses quand on rédige une annonce, c'est pas parler de soi, c'est parler aux personnes. C'est quoi votre besoin à vous, candidat qui ne savez pas quel candidat, pour venir chez moi? Et pas parler de l'entreprise. Il viendra après sur ce sujet. Donc, convertir, pardon. Ouais, je pense que je suis pas dans le timing. 3, bien sûr, les recruter. Et là, effectivement, le process de recrutement est fondamental. Mais fondamental, adapté aussi en fonction des situations. Je prends un autre exemple d'un cas vécu avec une grande banque que je ne vais pas citer, qui nous demande d'aller sourcer, d'aller chercher, d'aller chasser, toujours dans le domaine des big data, des experts. Il n'y a personne au chômage sur big data, mais vraiment personne. Il n'y a pas assez de monde, de toute façon, en France. On leur trouve quelques profils, pas 10, 3 à 4 intéressants, et le premier réflexe de l'entreprise, c'est de dire « Ouais, mais nous, notre process, ça commence par une demi-journée de tests psychotechniques. » Parce que c'est le process de l'entreprise sur tous ces métiers.
super, c'est très bien peut-être pour les commerciaux des agences parce que c'est leur modèle, etc. Mais pas sur des gens qui sont en pénurie, qui sont chassés et qui ont 10 propositions par semaine, etc. Et donc ça, c'est hyper important. Le process de recrutement, j'ai travaillé dans des grands groupes, il était calqué tout le temps de la même manière, quel que soit le métier sur lequel on recrute. Aujourd'hui, et tu l'as très bien dit Emmanuel, c'est de la personnalisation. On ne recrute pas sur un métier pénurique comme on recrute sur un métier non pénurique. Et il faut adapter ça, c'est fondamental aujourd'hui. Et effectivement, la dernière étape, c'est de les fidéliser avec effectivement des stratégies plus ou moins longues selon l'envie que l'on a de fidéliser. Ça, c'est effectivement un autre débat. Ok, point qui est clé, c'est effectivement la transparence. Je ne sais pas si vous êtes sur LinkedIn, probablement, en tout cas je vous encourage. Un phénomène qui se répand de plus en plus, quasiment tous les jours aujourd'hui, je vois des posts de personnes, candidates, qui écrivent, alors au détriment de leur propre réputation, mais ça c'est un autre souci, mais qui écrivent concrètement, j'ai passé un entretien dans l'entreprise A, j'ai rencontré Madame B, Monsieur C. A, B et C étant cités. C'est pas remplacé. D'accord voilà l'expérience que j'ai vécue. Et qui font 100 likes, 200 likes, 1000 likes, des commentaires, etc. avec des 10 000, 20 000, 50 000 vues. Alors là, c'est quelque chose qui est effectivement extrêmement prégnant, qui est peut-être effectivement plus... peut-être générateur un peu de notre phénomène qu'on a tous, de noter les restaurants, de noter un petit peu tout, on prend le chauffeur Uber, on le note, etc. Et ben de dire concrètement ce que l'on vit, même sur des situations qui potentiellement sont assez confidentielles, qu'on n'oserait pas forcément exprimer, en tout cas qu'on n'exprimerait pas avant. Et là, tous les jours, j'en vois, avec des effets dévastateurs, assez injustes, parce que c'est vrai ou pas vrai de la part de l'entreprise. Il y a aussi des candidats qui ne sont pas parfaits, des entreprises qui ne sont pas parfaites. Le monde, il n'est pas blanc-noir. Mais en tout état de cause, et ça c'est un point qui est clé, sur lequel nous, quand on accompagne les entreprises, je pense à une entreprise qu'on a rencontrée hier, qui est dans la métallurgie, etc. Ils ne sont pas sur les réseaux sociaux, pas de site web, etc. Et le réflexe, c'est de dire, j'ai pas de réputation. Mais si, vous en avez déjà une. Elle est présente, elle existe, et vous ne le savez pas. Donc c'est pour ça qu'on travaille quand on commence, on travaille par un audit, moi je ne vais pas rentrer en détail. Et concrètement, c'est un point qui est clé, la transparence de tout ce que vous, demain, professionnel RH, ou aujourd'hui, ou demain, professionnel RH, vous allez faire, dans l'acte du process de recrutement, peut se retrouver sur les réseaux sociaux avec tous les effets dévastateurs. C'est quelque chose qu'on essaye, nous, de soigner au sein de Fit2Q. On n'est pas parfait. Si ça se trouve, on s'y loupé sur certains sujets. Mais c'est vraiment un enjeu pour nous qui est extrêmement fort de soigner cette démarche, quelque part qualité, alors qui porte pas son nom, mais auprès des candidats. Parce que c'est eux qui ont le pouvoir. Enfin, je peux vous l'assurer. Aujourd'hui, quand François disait on a cru, on a une croissance en tout cas supérieure à celle qu'on avait estimée, sans prétention aucune, on n'a pas de problème pour trouver les entreprises qui recrutent, qui nous contactent. Par contre, pour trouver des super candidats, ouais, ça c'est chaud. Et donc l'enjeu, aujourd'hui, pour nous en tout cas cabinet, ça pourra changer peut-être demain, hein. Si Trump et le gars de Corée ils se tapent dessus, ça peut être compliqué. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, vous allez être candidat, vous allez vivre des expériences de candidat quand vous allez chercher vos stages. Regardez ce qui se passe dans les entreprises dans lesquelles vous allez candidater. Et pas pour dire c'est bien ou c'est pas bien, mais peut se dire, moi demain, vous allez vous projeter demain dans ces jobs-là, que vous soyez chef de recrutement ou RH avec une partie recrutement. Et c'est un enjeu mais fondamental aujourd'hui pour toutes les entreprises, quelles qu'elles soient. Je vais faire court, je le promets. Alors je vais revenir sur ce point-là parce que effectivement, nous sommes sollicités pour accompagner les entreprises sur leur démarche de marque employeur, etc. Et la première des choses, c'est effectivement déjà de savoir ce qui se passe en interne. Avant de se dire je veux aller à l'externe communiquer, et communiquer, et Emmanuel l'a très bien dit, de l'authenticité, de la transparence, du vrai, hein, pas des trucs qu'on aimerait être, vraiment communiquer ce que l'on est, c'est déjà est-ce que l'on sait ce que l'on est. Donc effectivement, quand on accompagne, on travaille avec les salariés directement pour avoir leur propre avis et leurs propres opinions. Et ça, c'est un point qui est clé. Travailler sur vos politiques RH, vos politiques managériales, en étant, alors parfait, c'est pareil, ça n'existe pas, mais en tout cas en sachant les points où vous êtes dit, là je suis bon, je sais que j'ai un vrai axe différenciant, et je vais pouvoir en parler sur le net, ou là-dessus je sais que je ne suis pas bon, ben, avant d'en parler, ou plutôt que de dire que je suis bon, très dangereux,
eh ben, je vais le travailler, cet axe-là. Et ça, c'est chouette parce que pour vous, fonction RH, ça veut dire qu'il y a plein de boulot. Travailler sur de la marque employeur va générer au sein de la communauté RH tout un tas de dossiers de se dire, ok, on veut y aller, mon chef, mon DG, il a dit il faut être sur Internet parce qu'il a entendu une réunion du CJD, mais c'est bien, mais est-ce que j'y vais vraiment tel que je le suis aujourd'hui? Et ça, c'est un axe qui est fondamental, c'est qu'avant de s'engager, c'est de savoir déjà qui on est, et là où on sait qu'on est sérieux, ou là où on sait qu'on n'est peut-être pas super bon, et y bosser quoi. Voilà, bon, c'est un petit peu redondant, mais les impacts de la cohérence de la marque employeur, au-delà du troisième qui est plus une augmentation d'un coût plutôt spécifique, mais les deux premiers, ils sont clés parce que avoir une marque employeur qui est mauvaise, alors qui est inexistante, c'est un peu compliqué aujourd'hui, mais ça existe toujours, mais en tout cas qui est mauvaise, effectivement c'est un problème de recrutement, parce que vous n'allez pas attirer vous n'avez pas envie, on n'a pas envie de venir, quoi, hein, très concrètement. Mais alors le double effet qui se coule, c'est les salariés qui sont déjà dans l'entreprise. Parce que si effectivement votre marque employeur elle est mauvaise ou elle est mensongère, elle est marketée, d'accord, elle est trop marketée, outre effectivement le salarié que vous allez attirer qui va se dire en fait on m'a vendu un truc, c'est pas tout à fait vrai, et si je suis pas pénurie comme métier, je vais retrouver du travail pendant la période d'essai avec un truc de 2-3 jours, d'accord. Mais les salariés qui sont dans l'entreprise, eux, ils vont se dire waouh, mes patrons, mon service RH, ils sont à l'extérieur et ils communiquent des choses que moi, perso, je ne vis pas du tout. Et là, l'effet de démotivation et de perte de productivité et donc de coûts financiers pour l'entreprise sont énormes. À vouloir faire quelque chose qui n'est pas bon, ben, ça peut coûter beaucoup plus cher que d'avoir peut-être rien fait pour le coup. Donc il faut vraiment aller sur la marque employeur, même si effectivement nous, c'est une part de notre business. C'est pas d'y aller pour y aller, c'est d'y aller en se disant pourquoi je veux y aller, c'est quoi ma cible, comment je veux le faire, et est-ce qu'en interne, je suis déjà cohérent. Est-ce que j'en ai parlé avec les IRP, enfin les représentants du personnel. Quand nous, on a travaillé dessus, je viens de me passer pour Groupama, la première des choses, c'était d'en parler en CE. On va aller sur ce sujet-là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, représentants du personnel? Parce que s'ils ne sont pas dans la même philosophie que vous, dans le même esprit que vous, d'autant plus qu'eux, ils ont leur site, ils ont leur blog aujourd'hui, ils sont sur les réseaux sociaux aussi, ça peut avoir un effet dévastateur. Donc c'est vraiment quelque chose qui a à travailler en amont, juste pas pour faire genre j'y suis, mais parce que vraiment j'ai une stratégie, je veux vraiment être percutant. Alors beaucoup de bonnes nouvelles pour les RH. Il n'y a pas de travail, on n'y va pas si on n'est pas prêt. Et deux, si on n'est pas prêt, il faut qu'on le soit. Et qui va faire en sorte qu'on puisse l'être? C'est les RH, c'est les différentes pratiques que l'on va soigner, etc. Avant même de communiquer quoi que ce soit, travaillons sur le qui est tout, véritablement. Quelles sont nos spécificités, donc, au sein d'une entreprise donnée? Quand on a fait ça, on peut communiquer. Et donc, je me tourne vers Franck, dont le métier est justement cette dimension de communication. Jeune chef d'entreprise. Bonsoir. Oui, après François et Florent, je vous présente un grand malade, un nouveau grand malade, ou un entrepreneur, je ne sais pas. Mais voilà, moi aussi j'ai fait le saut, il y a peu de temps. J'ai fait le saut après 20 ans d'expérience chez Venetis, que j'ai créé, développé. Venetis, c'est un groupement d'employeurs sur Vannes qui fonctionne bien. Et pendant 20 ans, qu'est-ce que j'ai fait? Pendant 20 ans, j'ai parlé de temps partagé. J'ai développé ce concept, cette autre façon de vivre l'emploi, à l'IGR en particulier, depuis plus de 18 ans. Mais voilà, parce que j'y croyais, parce que c'était important avec mes équipes qu'on développe cette nouvelle façon de travailler. Pendant 20 ans, j'ai aussi développé ce système d'économie du partage en B2B, qui est le système du groupement d'employeurs, qui est loin de ce qu'on peut connaître par ailleurs en France et même à l'étranger. Pendant 20 ans, on a essayé de développer, on a même concrétisé ce qu'on appelle chez Venetis un système de valeurs construit avec les entreprises adhérentes, avec les salariés, avec mes équipes, pour montrer notre why, how, what. On en a fait un film que vous pouvez aller voir, qui est assez sympa d'ailleurs, à ce niveau-là.
Concrètement, pendant 20 ans, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu faire connaître et reconnaître la marque employeur Vénétis. Fort de toute cette expérience, je me suis dit, eh ben, je vais carrément changer et je vais montrer. Je vais entreprendre pour montrer quoi? Montrer la marque employeur de toutes les entreprises que je connais. Montrer la marque aussi des salariés, on parle de plus en plus de personal branding. Montrer aussi, et là j'y crois fortement, et on ne peut pas en parler aujourd'hui, mais la marque des territoires. Parce qu'une chose est essentielle, mais ce n'est pas une synthèse de ce qu'on vient de dire, mais c'est ce qu'on va, en termes de sens et de cohérence, les collaborateurs vont chercher à vivre et travailler, et plus uniquement à travailler. Donc tout ça, eh bien, par la vidéo, on va le montrer comment, et comment, eh bien, tout simplement, concernant le salarié, par le CV vidéo. On l'a expérimenté et on a vu qu'on pouvait enfin montrer qui était la personne au-delà de ce qu'elle avait fait. Et bien sûr, on va montrer ce qu'elle voulait faire. On va faire des offres d'emploi en vidéo, où là, on va vraiment montrer l'entreprise, mais on va montrer le poste, on va montrer le cœur de l'entreprise. On va, par exemple, sur un conducteur de machine, où on a 10 lignes, montrer la machine, tout simplement. Et quand il y a 50 000 offres de conducteurs de machine où on ne trouve pas, il faut se distinguer. Et en se distinguant, c'est montrer le contexte d'emploi, montrer l'équipe, montrer le collègue de travail. Et ça, on peut le faire sur une offre d'emploi. On va montrer le territoire en vidéo, où là, oui, il y a des entreprises, mais il y a aussi des lieux pour se distraire. Il y a des gens qui vivent depuis longtemps, et s'ils y vivent, c'est qu'il y a des raisons et qu'on peut attirer des compétences à ce niveau-là. On va montrer aussi la marque employeur, donc en vidéo, montrer l'entreprise telle qu'elle est, en faisant témoigner en particulier les salariés. Le contexte dans tout ça, donc on a décidé de créer ça dans ce contexte qu'on a travaillé un tout petit peu au travers de ce schéma, mais je l'aime bien parce qu'il montre un schéma complexe. J'aime bien la complexité depuis longtemps, et avec ses paradoxes. Le paradoxe, c'est ce qu'on vient de dire, je vous rappelle quand même qu'il y a à peu près 5 millions de chômeurs, et que là, on vient de dire qu'il faut attirer les talents. Donc il y a un système de pénurie avec des gens qui cherchent du boulot et des entreprises qui cherchent des gens. Il y a un paradoxe qui est clair. On se rend compte de plus en plus, pour les territoires qui comprennent certaines choses, qu'il faut attirer des entreprises. Et il y a beaucoup de territoires sont en pénurie d'entreprises. Ce qui est bien, c'est qu'ils commencent à comprendre que c'est bien d'attirer des entreprises, mais c'est con quand elles viennent, parce qu'ils ont bien attiré avec des terrains gratuits, des locaux gratuits, et puis 2 ans après, elles partent parce qu'il n'y a pas de salariés, il n'y a pas de compétences. Et donc les territoires commencent à comprendre qu'il faut attirer les compétences et les entreprises. Et là, il y a une vraie pénurie pour eux aussi, à ce niveau-là, ce qui génère un système de concurrence qui est assez marrant entre territoires, et entre territoires voisins, hein, les 10 km sont différents. Mais tout ça, c'est un schéma global, contextuel, qui est un peu complexe, mais qui est là comme un schéma de métamorphose, hein, qui est en train de changer les choses, de changer, comme tu le disais, Gwenaël, les rapports de travail. Et donc notre volonté, nous, c'était vraiment de s'inscrire au travers de cet outil vidéo sur quelque chose de nouveau. Alors je vous le présente rapidement, on aime bien la vidéo, donc on a fait des petites vidéos, donc très rapidement, voilà le concept qu'on a mis en place. Voici une offre d'emploi classique. Le poste de travail est présenté en 3 lignes plus ou moins percutantes, le tout est publié dans un journal ou sur internet, l'entreprise attend les candidatures, elle les trie en un temps record et se base entièrement sur les CV, elle convoque alors les heureux sélectionnés et finit par s'apercevoir en entretien que les projets du candidat et de l'entreprise sont divergents. Quelle perte de temps et quelle mauvaise méthode! Où est l'humain dans tout ça? Parce que derrière un CV, on ne sait même pas qui se cache. Et surtout, le CV ne montre pas les véritables talents et traits de caractère d'une personne. Une offre d'emploi ne dit pas non plus à quoi ressemble l'employeur. Et si chacun se dévoilait un peu plus? Ce serait plus efficace, plus honnête et plus humain. C'est comme ça qu'est né TalentStube, la plateforme de rencontre des entreprises de talent, des talents d'entreprise et des territoires. Sur TalentStube, les offres d'emploi sont en vidéo. C'est plus complet, plus rapide pour choisir son job ou un futur collaborateur, et surtout, ça évite les mauvaises surprises. L'entreprise vous montre votre job, l'équipe et le territoire.
territoire sur lequel vous allez vivre. C'est ça l'offre d'emploi chez TalentsTube. Les candidats répondent en vidéo. Le CV vidéo montre ce qu'ils ont fait, ce qu'ils veulent faire et qui ils sont. Et si vous hésitez, pas de problème. Chez TalentsTube, nous vous répondons et nous vous aidons à trouver les bons arguments pour votre CV vidéo ou votre offre d'emploi. Nous pouvons même la réaliser. Parce qu'à TalentsTube, nous sommes convaincus que la vraie richesse d'une entreprise, ce sont ses talents. Donc voilà ce nouveau concept que vous trouvez sur talentsTube.com, sur le web, qui est né début mai vraiment et qui prend une nouvelle tournure aujourd'hui puisqu'on a testé pas mal de choses. Depuis début mai, on a travaillé avec des entreprises. Et je voulais juste vous parler un tout petit peu, pour être très court, de cette entreprise que peut-être certains connaissent, c'est Multiplast. C'est une entreprise qui fabrique les beaux bateaux, qui gagnent des records. Donc c'est eux qui ont fabriqué Sodebo. Enfin, c'est super. Et cette entreprise, que je connais depuis longtemps, je suis allé les voir et puis elle me dit, elle est en plein développement, il se passe plein de choses, elle travaille sur des pièces techniques pour l'aéronautique, pour Thales, enfin c'est super. Elles ne font pas que des bateaux, mais personne ne sait ça. Et en discutant avec elle, elle me dit, bah oui, c'est vrai que nous, on n'a jamais communiqué. On n'a jamais communiqué parce que ce sont nos clients qui communiquent pour nous. C'est-à-dire quand on sort un bateau, le client il dit, voilà, on l'a fait chez Multiplast. Sauf que personne ne sait ce qui se passe chez Multiplast. Et tous les candidats veulent aller chez Multiplast pour faire du bateau. Sauf que quand on va chez Multiplast, on ne fait pas de bateau, on travaille dans des ateliers, on travaille en industrie. Donc l'idée, ça a été avec eux, d'abord de montrer ce qui se passe en réalité. Donc on a fait une vidéo marque employeur où là, on n'a pas fait intervenir le patron. C'est des salariés qui ont expliqué ce qui se passait réellement à l'intérieur. Vous pourrez le consulter. Et ils avaient deux offres d'emploi. Donc une première offre d'emploi qui était un responsable ressources humaines. Donc c'est une entreprise qui se structure bien en plus avec la fonction ressources humaines. Donc avec une offre d'emploi où voilà, je vous donne les résultats parce que l'offre d'emploi a été sortie n'importe quand puisque c'était le 28 juillet. Là, quand tout le monde est en vacances, voilà, mais c'est bien un test. Mais le 25 août, nous avions 12 CV vidéo. Et là, je parle un tout petit peu pour les RH. Nous avions 12 CV vidéo et 65 CV papier, puisque les gens avaient réussi à passer outre, puisque nous, on ne candidate qu'en CV vidéo. On a regardé les CV papier, on a regardé les CV vidéo. Aujourd'hui, la personne qui recrute rencontre 5 personnes, et les 5 personnes, elle les a vues en CV vidéo. Et il s'est passé quelque chose entre elles et eux. On a des retours, donc le poste va être pourvu, et elle va devoir faire un choix très dur parce qu'elle a 5 très très bons candidats. Pour avoir vu ces CV vidéo, les gens ont pu se positionner par rapport à une offre complète. Grâce à la vidéo, on a tout montré. On a montré le poste, le contexte du poste, on est allé beaucoup plus loin. On change vraiment ce rapport au recrutement. Donc voilà, et puis eh bien, chez Multiplast, ils se développent pas mal, ils ont des opérateurs, donc depuis longtemps, ils avaient des offres d'opérateurs prototypistes précisément, voilà, avec très peu de personnes qui étaient intéressées, étant donné qu'en plus ils offrent une formation de 3 mois sur les différents métiers qu'ils ont en interne. Et là, on a fait une vidéo qui est assez émouvante, puisqu'on n'a rien écrit. C'est que des salariés qui témoignent, qui disent tout simplement qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont rentrés chez Multiplast, qu'est-ce qu'ils ont appris. Parce que, et il y en a beaucoup, et vous le savez, d'entreprises apprenantes, mais personne ne le dit. On ne le sait pas. Et là, c'est les salariés qui disent tout simplement on vit une aventure chez Multiplast. Et voilà comment on la vit. Alors c'est pas toujours simple, c'est sale, il fait chaud, voilà, on dit tout. Mais par contre, on a des gens qui disent voilà ce qu'on en retire, ce qui est bien. Donc on montre l'entreprise sous un nouveau jour. Voilà, sur cette expérience Multiplast, vous pourrez vraiment voir tout ça en détail sur TalentTube. Et puis, comme on avait un temps réduit,
je me suis dit, alors c'est vraiment de l'opérationnel, voilà. On a sorti il y a 2 jours une offre marque employeur d'une entreprise assez grande que vous connaissez, c'est la première fois qu'elle fait ça. Et je me suis dit, bah tiens, comme je suis là ce soir, je vais vous la montrer en primeur. Donc je vous la montre. Actuel, c'est tout simplement un réseau d'agences d'emploi, composé de 200 agences réparties un petit peu partout sur le territoire français. Nous mettons les gens au travail et nous proposons des compétences aux entreprises qui en ont tant besoin. Nous souhaitons devenir un acteur de référence sur le marché français en ayant un positionnement qui reste en lien avec l'ADN de l'entreprise. Une entreprise à taille humaine, qui porte des valeurs fortes et qui se veut agile, rester agile pour s'adapter aux contraintes du marché. Nous avons besoin d'hommes et de femmes qui s'engagent à nos côtés et qui soient respectueux évidemment de l'ADN de l'entreprise. Alors c'est en lien avec évidemment l'histoire et les racines de l'entreprise. Nous sommes nés en Mayenne, dans un territoire rural, et de façon très concrète, on demande à l'ensemble de nos collaborateurs de respecter 4 principes managériaux importants. Le premier, c'est de travailler en confiance. Le deuxième, c'est d'être authentique. Le troisième, c'est d'être engagé. Et puis enfin, c'est d'être exigeant dans son travail, parce qu'on touche à des sujets qui sont essentiels, le travail, des paix, des projets professionnels, et donc tout ça mérite un niveau d'exigence particulier. On double de taille tous les 3 ans, et donc inévitablement ça crée des opportunités pour les uns et les autres, pour les plus motivés. Ensuite, nous sommes sur un sujet qui est au cœur de l'actualité du pays, puisque c'est le sujet de l'emploi. On est un contributeur à la flexibilité du travail. Ce rôle sociétal est essentiel, c'est quelque chose qui est très valorisant pour les collaborateurs. Ce concept d'entreprise apprenante repose sur une organisation somme toute assez plate, avec un organigramme assez plat. Et on n'est pas dans une organisation pyramidale. La contribution de chacun est attendue, et des contributions fortes. Et on a autant de bonnes initiatives qui remontent du terrain que d'idées qui peuvent descendre de la direction générale. Que vous soyez, rejoignez-nous à une condition, c'est de vous intéresser au sujet de l'emploi, de vous intéresser aux autres et d'avoir envie d'apporter votre passion pour mettre en œuvre ces actions. Et si c'est le cas, dans une entreprise comme la nôtre, vous allez forcément vous amuser. Et je crois que quand on s'amuse au travail, on se réalise. Donc voilà, c'est un exemple, hein, on en a beaucoup d'autres. Là, c'est le choix de l'entreprise qui n'avait jamais fait ça, ou pas comme ça. C'est une entreprise, c'est une ETI, enfin, en train de devenir une ETI. Et là, stratégiquement, c'est le patron qui a voulu parler, alors qu'on aurait pu faire témoigner beaucoup d'autres. Là, c'est un choix stratégique hein, qu'il faut respecter. Et aujourd'hui, on a déjà des retours assez intéressants. Voilà. Et on a une offre d'emploi, puisque dans leur évolution, ils créent la fonction de directeur de la communication, donc dans un poste au CODIR. Donc ils créent la fonction communication qu'ils intègrent au CODIR. Voilà. On peut montrer différemment la stratégie de l'entreprise par ce biais-là. Merci. Alors, vous avez là plusieurs témoignages, plusieurs éléments ont été évoqués. Nous souhaitions avoir une place importante avec le retour de la salle. Donc, c'est votre temps. Donc, quelles sont les questions que vous avez à poser aux différents intervenants présents? La première est toujours difficile. Qui se lance? Moi, j'ai une question par rapport à ce qu'a dit M. Giovanni, mais je pense que ça s'ouvre à tout le monde. Je l'ai noté pour ne pas l'oublier. Mais pour vous, du coup, une entreprise qui a des difficultés à recruter, elle doit privilégier son engagement employeur plutôt que sa marque employeur? Enfin, j'ai compris un peu ça dans ce que vous disiez tout à l'heure. Alors, les problèmes n'ont pas été très clairs non plus, parce que je ne le suis pas toujours. Ce que j'ai voulu dire, c'est qu'il y a pour moi vraiment des situations très particulières. Je ne ferai pas de généralité sur la marque employeur. Il y a effectivement des logiques de territoire, il y a des logiques de métier qui intrinsèquement ne sont pas séduisants.
Et il y a des entreprises, moi j'ai vécu ça dans une entreprise qui ne souhaitent pas être connues, ou uniquement par ses magasins. Donc c'est des éléments à prendre en compte, qui étaient très contraignants, pour arriver tout de même à recruter. Et là, on a basculé d'une logique de marque, qui n'était pas, dans le fond, possible, ou alors très légèrement, à une logique d'attractivité avec c'est un peu juridique, un contrat, mais avec des éléments d'engagement. Et donc, on était moins dans une logique de communicant à une logique d'expert RH, finalement. Et je me rends compte que cette expérience qui date maintenant de presque plus d'une dizaine d'années, 12 ans, où l'Internet commençait à émerger, se concrétise aussi dans un groupe aujourd'hui qui est beaucoup plus connu, mais avec une marque employeur, à mon sens, confuse, parce que beaucoup de lignes d'activité, beaucoup de filiales différentes, et à certains endroits, on est confronté à une concurrence dans le recrutement pour le métier tel que de commercial notamment, mais ici j'en passe, là on est sur des difficultés à trouver des téléacteurs, des téléprospecteurs. Il y a aujourd'hui à Etrel, Webhelp qui recrute 60 personnes, nous on en veut 3, on n'en trouve pas. On a les mêmes difficultés sur les métiers de développeurs, là c'est pas du commerce, c'est vraiment du code, des spécialités sur Linux, enfin, des choses vraiment pointues, et des très grosses concurrences. Et là on a beau avoir une marque, enfin West France, truc, ça ne nous aide pas suffisamment. Donc c'est là où mais c'est plus personnel, hein, c'est ma vision des choses, je bascule sur l'engagement employeur. On promet par la marque certes, mais là la marque ne suffit pas. Donc on est dans un échange sur, moi je me souviens pour être très clair, d'un candidat il y a 2 ans sur un poste de spécialiste SEO, enfin dans le numérique, qui me disait ouais mais moi dans le fond, ouais, chez vous ça me va bien, les marques ça très bien, l'agence digitale que vous créez ça me va aussi, mais si je rencontre une entreprise qui est capable de me faire chaque année une formation sur Python, je me suis dit mais c'est quoi le lien avec ces serpents blancs? Non, il voulait ça, c'était un critère d'engagement, si on était capable de s'engager à ça, de dire pour vous, on est capable de vous dédier un temps d'une semaine chaque année pour qu'il s'auto-forme, pour continuer à se former sur ce logiciel qui le passionne, eh bien c'était un critère effectivement d'attractivité et d'engagement. Donc je sors un peu moi des logiques de communication, de marque, parce qu'aujourd'hui il y a une forme de défiance, travaillant beaucoup dans la publicité, peut-être que je suis un peu tordu maintenant, mais je sais ce qu'il y a derrière le décor, je ne souhaite pas que l'entreprise soit comme un décor de western. Vous ouvrez la porte du salon et derrière il y a un désert. Et je ne dis pas que c'est ça chez nous quand même. Mais voilà, je suis méfiant des communicants, peut-être parce que j'en côtoie tous les jours, donc je suis beaucoup plus attentif à l'engagement de l'employeur, donc ce qui va tirer en entretien. Là, on est vraiment plus en face à face au moment du recrutement, pour qu'il n'y ait pas de désillusion et que la promesse effectivement dite soit tenue. Et si on ne peut pas tenir une promesse, eh bien, on ne s'exprime pas. Et il y a beaucoup de marques employeurs qui s'expriment, et puis là derrière, ça peut faire flop. Je ne sais pas si je réponds bien. Oui. Vous n'êtes pas convaincu. De ce que je comprends, c'est qu'en fonction de l'entreprise et de son souhait d'être communicant ou non, c'est dépendant à l'entreprise. On peut être très bon communicant mais ne rien avoir derrière, ou à l'inverse, ne pas être communicant et pouvoir avoir. Oui, absolument. Des boîtes méconnues, et puis je reviens à mon exemple de Minute France, dans lequel j'ai passé un certain nombre d'années, où beaucoup de collaborateurs, dans le fond, étaient satisfaits et trouvaient que c'était une bonne boîte. Mais cette entreprise ne souhaitait absolument pas communiquer, ne voulait vivre que sur ses produits, sur ses façades en galeries marchandes de centres commerciaux. Et ces collaborateurs qui venaient de tous horizons, ils trouvaient un avenir, ils trouvaient une réussite professionnelle, ils trouvaient une bonne rémunération. C'était moins intellectualisé qu'aujourd'hui. Je ne sais pas si quand je dis ça, j'ai l'impression d'être un peu... C'était beaucoup plus simple, plus basique, parce que c'était des métiers basiques, avec des gens plus basiques, avec des rapports humains plus basiques, mais parfois très authentiques. Et on se targuait moins de marques, de tout, de machin. Et c'était très clair. Et l'entreprise, après, elle était très cash aussi. D'ailleurs, je me souviens que les rapports humains avec les partenaires sociaux étaient très cash, mais ça avait du bon. Et derrière, la renommée ne s'est pas faite, mais elle était, un autre exemple, très concrète. Elle ne s'est pas faite au niveau d'une marque, mais elle se faisait dans les territoires. Quand on recrutait à Antibes, à Lyon, à Lille, eh bien, la cooptation marchait fort. Et ça prouvait que les collaborateurs avaient envie d'être des ambassadeurs de leur entreprise. Pour moi, ça, c'était un vrai élément de succès. Là où peut-être compléter ce que je dis, c'est que aujourd'hui, je pense que les outils de mesure aussi existent beaucoup plus que par le passé pour marque ou pas marque, mais pour savoir ce qui se passe à l'intérieur,
comment on peut l'exploiter. Là aussi, on est encore dans une forme de subjectivité, et autant d'idées, autant de retours, autant d'expériences collaborateurs que de collaborateurs. Voilà ce que je peux exprimer, peut-être pour compléter. Est-ce que vous souhaitez réagir par rapport à... Je vais juste moi faire un commentaire, parce que ça fait aussi une synthèse de ce qu'on a pu dire, c'est qu'aujourd'hui, une entreprise qui vit vivons heureux, vivons cachés ne peut plus, elle se doit d'attirer les talents, donc elle doit communiquer. Une entreprise qui communique où c'est pas honnête et il n'y a rien derrière, c'est catastrophique. C'est-à-dire que c'est super de faire des vidéos ou autres, mais si c'est pas la réalité, plus dure sera la chute, souvent. Donc, mais tout ça, ça montre une voie. Une voie, c'est-à-dire, et c'est ça que rappelait Gonel tout à l'heure, pour vous les RH. C'est-à-dire que demain, pour moi, la communication, c'est aussi l'avenir de la RH. C'est-à-dire qu'il va y avoir une cohérence entre ce qui est dit et ce qui est fait dans l'entreprise. Et c'est vous, les RH, qui allez mesurer ça. Et donc, il y a un sacré... Voilà, c'est peut-être un peu lourd, mais pour moi, il y a un super enjeu pour vous, demain, les RH, pour montrer l'entreprise telle qu'elle est, et puis avec ses valeurs humaines. Et là il y a une vraie voie. Enfin... Pour rebondir sur ce que dit Franck, c'est que il n'est pas possible de séduire tout le monde, de garder tout le monde. Mais nous, acteurs en ressources humaines, c'est très personnel, mais c'est notre devoir d'avoir une forme d'authenticité, d'être sincère. Faire ce métier-là sans ça, il y en a qui le font, mais ça paraît un peu compliqué. Ils sont en burn-out à 40 ans. Oh, pas forcément, non, il y a des cyniques. À 50 alors. Non, il y a tout, mais c'est ça que je veux dire, je crois à ça. Dans les rapports de qualité en emploi, on émet quelque chose, mais le récepteur en face, tu peux très bien n'avoir rien à faire, ou être séduit par ça, ou le croire ou pas, mais nous, en tant qu'émetteur de quelque chose, autant être sincère, authentique, voilà, on le vivra mieux, je pense, et ça se ressentira. On prend une autre question. Vous avez évoqué, Monsieur Giovanni, tout à l'heure, le fait qu'on ne faisait pas un acte d'achat comme on postulait dans une entreprise. Moi, j'aurais tendance à penser que ça évolue énormément, dans le sens où aujourd'hui, quand on achète quelque chose qui a une certaine valeur, je ne parle pas de la confiture ou ce genre de choses, mais un ordinateur, par exemple, on va aller voir les commentaires, on va aller regarder ce qui se dit. Et aujourd'hui, j'estime qu'on va aller de plus en plus là-dessus sur les entreprises. Aller voir ce qui se dit, aller voir ce que chacun fait, ce qu'il publie sur son site internet ou sur son blog, et aller chercher les ambassadeurs sur des réseaux peut-être comme LinkedIn ou ce genre de choses. J'ai l'impression que l'achat qu'on peut faire pour un bien de consommation, aujourd'hui, on va prendre les mêmes techniques pour aller chercher son entreprise et postuler demain. Alors, je vous rejoins, et je ne veux pas non plus tacler Monsieur Actual, là, mais je suis convaincu, effectivement, que les discours descendants, donc c'est terminé. L'ancienne économie, l'économie classique, on avait effectivement un discours vendeur, et on faisait grande attention aux qualités intrinsèques de la voiture, voilà, un discours vendeur. Et donc aussi un discours employeur très descendant, un peu comme Monsieur Actual. Oui, il dit quand même que... Oui, il y a des... mais ça m'a frappé parce que, effectivement, tu le dis après, il aurait pu aussi quelque chose de plus collaboratif, et je crois à ça. Aujourd'hui, de toute façon, on ne nous attend pas pour que ça vive. L'Internet amène ça, donc c'est ce que j'appelle ce rapport inversé. C'est donc un discours vendeur dans l'économie classique. Maintenant, avec l'économie numérique, on a un discours utilisateur, des avis utilisateurs, que ce soit Glassdoor, que ce soit d'autres sites, que ce soit les réseaux sociaux entre amis, que ce soit... Voilà, ça circule. On ne peut rien contre et c'est une bonne chose. Pour le pire ou pour le meilleur, hein, sur les échanges, ce qui s'est passé dans un recrutement ou autre. Florent ? Oui, très concrètement. Merde, je voulais juste finir, pardon. Vas-y. Je partage cet aspect de recherche et de récolte d'informations et une inversion des rapports, mais je ne crois pas qu'on candidate comme pour un achat ou alors pour un achat de quelque chose d'important, parce qu'on est quelqu'un d'important à ses yeux, je l'espère pour tout le monde. Donc, ce que je veux dire par cette petite phrase, on ne candidate pas ou on ne vend pas des emplois de notre côté comme petit pain, on doit avoir une attention particulière aussi dans notre communication, parce que les collaborateurs, quand ils candidatent, je n'y crois pas à une candidature à la volée. Ou alors, vraiment, j'en fais 200, j'ai un besoin de travailler vite, et voilà, après je pars en voyage. Mais c'est un épiphénomène. Je ne crois pas à un acte de candidature comme un acte de consommation de tous les jours. Ça, j'en suis convaincu.
C'est là où les codes de la consommation actuels, on les reconnaît dans trouver l'information, mais pas dans cet acte d'achat-là, qui n'en est pour moi pas un. Florent, tu veux rebondir? Ouais, je vais rebondir sur un sujet du coup, qui a été abordé par tous les deux, mais qui n'a pas été creusé. Je reprends le monsieur d'Actuel, le dirigeant, le fondateur même d'Actuel, je pense. C'est bien, mais c'est nécessaire, mais pas suffisant aujourd'hui. Et ce que je rejoins, c'est qu'effectivement, on parlait des avis, et ce qui compte aujourd'hui, et c'est vraiment un axe sur lequel on travaille avec les entreprises, c'est d'accompagner les collaborateurs. Demain, vos collaborateurs, quels que soient les métiers, c'est nécessaire de les accompagner pour que soit ils soient présents sur les réseaux sociaux, s'ils le souhaitent, attention à l'obligation sur le sujet, soit en tout cas les guider sur les réseaux sociaux, plus que les obliger pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce sont les meilleurs ambassadeurs. Vous avez beau, en tant qu'entreprise, avoir 5000 followers sur Twitter pour votre entreprise, c'est chouette, mais vous prenez la somme de vos salariés, ça se trouve, ils en ont 100 000. Et c'est même sûr qu'ils en ont 100 000. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus authentique. C'est beaucoup plus authentique si le cordonnier de l'Écousse qui dit bah, venez me rejoindre parce que moi j'ai un super emploi et ça va le faire, c'est beaucoup plus intéressant que le patron de l'entreprise. Parce que c'est sincère, parce que c'est vrai, il va le faire avec ses mots, ça va peut-être pas être parfait, mais en tout cas on va plus y croire. Et quand on va regarder les avis, on va regarder les avis des salariés. Aujourd'hui, ça c'est quelque chose qui est un point hyper important, ce qui bouleverse le métier de, on pourra en parler, du métier de chargé de recrutement, ce qu'on attend d'un chargé de recrutement aujourd'hui. C'est pas forcément ce que vous imaginez au quotidien. Mais très concrètement, il faut savoir accompagner les collaborateurs sur ces sujets-là pour qu'eux-mêmes soient des super ambassadeurs. C'est des stratégies sur le sujet. Il y a aujourd'hui des applications qui existent qui permettent aux entreprises d'accompagner leurs collaborateurs et de les guider, de leur donner du contenu qui a du sens, avec des gaming, etc., pour pouvoir entraîner l'entreprise sur ce sujet. J'en avais une à Groupama, ça marchait super bien. On en teste une chez nous qui est plus adaptée à des TPE, PME, qui est aussi super intéressante. Voilà, donc ça c'est un point qui est hyper clé. Les avis, oui. Les avis qui sont sur Glassdoor, meilleure entreprise, Facebook, oui. Alors je peux t'en faire défaut si tu veux. Non, je suis extrêmement transparent, hein. Je te crée 10 adresses Gmail, je te fais 10 faux avis sur les Glassdoor et je te mets 10 super avis. Non. Donc, apprendre avec, regarder et apprendre avec précaution. Mais derrière, voilà, qu'est-ce que disent les salariés de leur entreprise? Est-ce qu'ils en parlent? Est-ce qu'ils n'en parlent pas? Est-ce qu'ils en parlent en bien? Voilà, ça c'est des sujets qui sont à regarder aussi dans une stratégie de marque employeur. Juste un complément, je serais peut-être plus nuancé sur la comparaison avec l'acte d'achat. Moi après voilà, c'est que mon avis, on n'est pas toujours d'accord. Et c'est qu'en fait quand on regarde ce qui est en train d'arriver, c'est que vous avez des applications des job boards qui arrivent, ou sur la façon Tinder, où vous allez en une seconde, hop, vous allez passer, ça m'intéresse pas. Et vous avez des applications de matching qui arrivent. Et on rentre quand même dans une ère de la consommation où vous regardez même les job boards, ils ont des experts big data. Si on prend, on connaît pas loin un Région Job, ils ont tout un service d'experts sur ce sujet-là. Et vous êtes un profil. Alors je ne parle pas que d'eux, je parle de manière générale. Vous êtes un profil et en fonction de vos goûts, de vos habitudes, on va vous pousser ce qui peut potentiellement vous intéresser. Et c'est exactement ce qu'on vous fait pour du marketing plus classique. C'est ce qu'on fait sur Facebook. Il faut savoir que sur Facebook, on peut faire, vous voyez, aujourd'hui, au niveau marketing, on peut vous pousser un produit en fonction de votre âge, de votre sexe, de votre localisation. Techniquement, après il y a des questions éthiques, voilà, mais légalement aujourd'hui, ils n'ont pas pris le dossier, mais il faut savoir que vous pouvez avoir une annonce et vous pouvez dire je la pousse à tous les hommes de plus de 50 ans qui habitent à Rennes. Et donc en fait, moi je serais moins nuancé. Après, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose, effectivement, mais il y a quand même pas mal de signes qui montrent qu'on va vers ça, vers beaucoup plus de réactivité. Ce qu'attendent les candidats, c'est ils postulent, il faut répondre tout de suite. Nous, on a des fois, on dit j'ai envoyé mon CV il y a 1 heure, je suis pris, je suis pas pris. Voilà, et donc il y a quand même pas mal de codes. Donc voilà, moi ce serait juste à nuancer par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Une autre question. Oui, moi j'ai une question. Je suis très en phase avec ce qui a été dit tout à l'heure
l'heure sur le fait qu'il faut d'abord se focaliser sur l'interne avant d'entreprendre quoi que ce soit à l'externe. Je suis persuadée qu'effectivement il faut aller sonder et pour connaître les points d'amélioration et quels sont nos axes de progression et ensuite agir vraiment ou en tout cas en parallèle sur la partie interne. Mais concrètement, quand on est dans une structure moyenne, avec des sites qui sont nombreux, avec des cultures et des histoires qui sont différentes, quels sont les outils? Donc vous parliez d'audit, je trouve qu'effectivement la pratique de l'audit elle est très judicieuse, mais concrètement, est-ce que l'idée de mettre en place un baromètre social, un questionnaire, elle peut être pertinente justement pour retrouver, on va dire, les points et les axes d'amélioration ou les points de performance d'ailleurs à continuer et à mettre en avant? Quels sont les outils et vos retours d'expérience sur les différents entrepreneurs que vous avez pu rencontrer et la palette, enfin on va dire, même si c'est contingent à l'organisation, j'entends bien, mais j'aurais aimé avoir votre avis sur ce sujet-là. Oui, ok. Si on zoome sur... je vais parler d'outils après, mais si on zoome sur la partie audit, donc quand on travaille sur un audit, il y a, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de l'audit, mais c'est extrêmement poussé parce que c'est un rapport d'une centaine de pages à chaque fois. On fait des interviews très concrètes, mais alors les RH c'est bien, j'en suis pas de souci. Les RH sont bien sûr les interviews, la communication oui, mais surtout les managers qui recrutent, les nouveaux collaborateurs. Pourquoi vous avez été embauché à 3 mois? Qu'est-ce qui vous avait fait venir dans cette société? Les candidats qui ont été rencontrés mais pas embauchés. Je peux vous assurer que c'est des sources d'informations gigantesques sur la perception qu'ils ont de la marque employeur, etc., etc. On multiplie ça effectivement sur différents sites. Là, on est en train de discuter avec une entreprise. Elle a un site à Rennes, elle a un site dans l'Est de la France qui n'a rien à voir en termes d'écosystème, dans une toute petite ville perdue au fin fond de la campagne, alors que l'autre site est à Rennes, c'est pas du tout la même ville, etc. Le siège est à Rennes, vous imaginez le site qui se sent un peu éloigné à 800 km, etc. Et ben c'est aussi important d'aller les rencontrer pour comprendre la perception de la marque employeur qu'ils ont que les gens qui travaillent dans la holding. D'accord? Et ça, c'est pas du digital. Même si on aime bien le digital, nous, c'est un moment ou un autre, il faut y aller, il faut sortir ses tripes, il faut aller les rencontrer et leur dire les choses. Et les écouter surtout, pardon, plutôt que de leur dire les choses, les écouter. Donc ça, c'est un axe hyper important, extrêmement chronophage pour nous, mais extrêmement important parce qu'on valide les choses. Quand on construit une stratégie, je prends un autre exemple et je vais revenir sur les outils. Quand on construit une stratégie, par exemple, qu'on est en train de faire pour une entreprise de la région, sortie de l'audit, on a commencé à travailler sur la stratégie, de quoi on va parler, etc. Et une fois qu'on a déterminé les axes sur lesquels on allait communiquer, on est en train de les faire valider par les salariés. C'est une entreprise de 200 personnes, par les salariés, en leur soumettant un questionnaire. Alors, le questionnaire, on ne leur dit pas « est-ce que tu es d'accord avec ça, parce qu'ils vont dire « oui, c'est le chef qui l'a dit, donc c'est super bien ». Mais non, avec tout un tas de questions, pas orientées non plus, mais où c'est glissé, pour voir effectivement s'ils valident ou pas les hypothèses qu'on a mis ensemble, pour se dire effectivement si on va communiquer, est-ce que ça correspond vraiment bien à ce que vous ressentez, vous qui êtes au fond de l'usine ou qui êtes dans l'atelier logistique, quoi. Voilà, donc ça c'est un point qui est important. Et deuxième axe pour mesurer, on a vu ça, c'est pas moi qui l'ai mis en place, mais on avait ça à Groupama quand j'étais patron de développement RH. Il existe des applications aujourd'hui qui sont peu onéreuses, qui coûtent environ entre 2 et 3 euros par salarié par mois. Alors, c'est cher ou pas cher, ça, chacun regardera ses trucs, mais qui permettent de mesurer régulièrement l'opinion que pensent les salariés. Il y en a qui sont très très bien faites, qui ont 200, 250 questions, vous pouvez même paramétrer les questions pour effectivement prendre des avis, etc. Je crois moins, pour l'avoir vécu, aux grandes messes des avis de l'entreprise qui a lieu tous les 2 ans, où on mesure le climat social dans l'entreprise. Ça, je l'ai vécu, pour moi, c'est juste du pipeau. C'est comme ça que je l'ai ressenti, hein, en tant que et salarié et RH. Je n'étais pas fan de ces trucs-là, parce que tous les 2 ans, aujourd'hui, la vie va tellement vite que c'est juste hors du temps. Et qu'il faut mesurer à intervalles tous les 15 jours, tous les mois, etc. Et ce qu'on avait à Groupama, alors qui était un outil maison, pour le coup, qui avait été fait par les développeurs, était super intéressant parce que ça permettait de mesurer ce qui se passait dans chacune des organisations. L'objectif, c'était pas de dire, toi, le manager, t'es nul, ça va pas chez toi. D'abord, on faisait attention de pas... C'était anonyme. Donc, concrètement, on ne pouvait pas deviner. On regroupait les petits services en gros services. Mais en tout cas, de se dire, attention, à la compta, ça va pas, il y a un truc qui va pas. Est-ce que c'est un sous-effectif? Est-ce que c'est la période du bilan? Enfin, il y a plein de sujets. Sur les commerciaux, il y en a un peu partout.
attention sur l'Oudéac, c'est chaud, et sur Angers, à contrario, ça vient. Et ça permet effectivement de mesurer et d'accéder les choses. Et je pense qu'il faut des choses très concrètes, très simples, hein, pour que ce soit partagé par tous et exploitable. Et attention aux gros trucs un peu complexes, parce que derrière, ça prend trop de temps pour l'exploiter. Voilà. On va prendre une dernière question avant nos conclusions. Alors, deux choses. Donc effectivement, il y a notre principal, c'est pas que notre principal cible, on recrute tout type de profil, voilà. Mais on sait que par rapport au métier qu'on nous confie, on est obligé d'y aller. Je vais être très très concret. On est quand même assez récent sur le marché du recrutement, donc forcément, on n'est pas forcément la personne, enfin, l'entreprise à qui on pense le premier, et c'est normal. Et donc, très souvent, on est des fois le deuxième cabinet. C'est-à-dire que concrètement, l'entreprise a cherché toute seule, il y a eu un premier cabinet qui a échoué, on arrive après. Donc si on commence à faire les mêmes annonces que l'entreprise et le premier cabinet, ça ne sert à rien. On perd notre temps. Donc très concrètement, c'est bon, on ne fait pas que ça, mais effectivement, on a ces situations-là. Donc ça nécessite des démarches actives. Et ça nécessite deux axes. Premièrement, effectivement, des communications. On va utiliser la vidéo, on va utiliser un ton différent, on va travailler sur les réseaux sociaux, sur du ads sur les réseaux sociaux, sur de la publicité sur les réseaux sociaux. Et puis, et c'est ça le point peut-être le plus important qui touche l'ensemble des personnes qui sont dans la salle, ça touche concrètement aux compétences de nos collaborateurs. C'est-à-dire que concrètement, un chargé de recrutement qui travaille chez Happy to Meet You, pour moi l'enjeu, c'est pas qu'il sache trier des CV, c'est qu'il sache utiliser Google, utiliser les booléens de Google de manière assez profonde pour aller chercher des CV là où ils se cachent. Et c'est pas que sur LinkedIn. D'accord, il y en a vraiment largement ailleurs que sur LinkedIn. Et qui sache ensuite raconter une histoire, une véritable histoire, un vrai storytelling pour dire, toi, je t'ai trouvé, donc j'ai trouvé ton email, ton téléphone, après ça y est technique, et j'ai une vraie opportunité pour toi, quelque chose qui peut t'intéresser. Et vraiment, je touche à deux sujets par rapport à votre question, elle est vraiment fondamentale. C'est comment on communique, effectivement, c'est pas forcément classique. Et c'est surtout quel profil du métier de chargé de recrutement. On est convaincu que le métier de chargé de recrutement, il est en pleine mutation, il est en pleine transformation, et on est beaucoup plus, nous, attirés par des gens qui ont une vraie curiosité, un vrai intérêt pour le numérique et pour aller chercher donc des stratégies de communication, de commercial, etc., que plus que pour des gens qui savent trier des CV. L'évaluation, oui, elle reste effectivement importante, mais quand on prend le ratio, nous aujourd'hui, un recruteur, il fait 80% de son temps en sourcing et 20% de son temps en évaluation. Voilà. Donc après, c'est notre vision du métier de recrutement, on n'a pas forcément raison, mais en tout état de cause, c'est comme ça qu'on le perçoit. Et qu'on le perçoit aussi avec des communautés. Ouais, cette semaine, à Happy to Meet You, on était présent à un événement qui était à Paris, et cet événement, c'est des événements qui n'existaient pas il y a 3 ans, qui est dédié au sourcing. Voilà. Moi, j'ai connu des événements à Paris, plutôt pour les RH et en recrutement, où l'idée c'était plutôt de parler de psychologie, de tests, etc., d'évaluation, on va dire global. Et aujourd'hui, ces événements, ils ont un peu disparu. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus d'évaluation, hein, mais ils ont un peu disparu, et que les enjeux aujourd'hui sont sur le sourcing. Et quand on regarde les personnes qui sont dans la salle, c'était 300 personnes qui venaient d'horizons très différents, et de France et même d'Europe. C'est comment aller chercher des profils qui sont sur le net. Juste aussi pour changer un peu la donne, LinkedIn a un peu bouffé les vidéos quand même, on peut dire ce qu'on veut. Facebook arrive sur le marché de l'emploi en France, en Europe et en France, dans quelques mois. Donc Facebook, on peut se dire c'est perso, on est tous d'accord avec ça. Mais Facebook, c'est 2 milliards d'individus, LinkedIn, c'est 500 millions. Et l'objectif de Facebook, c'est d'aller tuer LinkedIn, très concrètement. Alors, ils ne vont peut-être pas viser les mêmes métiers, on pourra en parler, on verra à l'usage. Ils l'ont fait aux États-Unis, ils le font aux États-Unis et au Canada, ils vont sur le sujet. Donc comment, nous, recruteurs, on va aller chercher des profils sur Facebook? Véritable sujet, d'accord? Et pour la petite histoire, Google a annoncé qu'il voulait tuer Facebook, qu'il veut tuer LinkedIn, qu'il veut tuer vidéo. Ça, c'est juste pour se marrer. Mais ça va tellement vite, c'est extrêmement complexe. Le métier de recruteur est compliqué, le métier de candidat est compliqué aussi. En tout cas, l'action de candidater est compliquée. Et moi, je vous encourage, toutes et tous, quelles que soient vos fonctions aujourd'hui, à vraiment être en veille sur ce qui se passe. J'aime bien les nouveaux intervenants qui arrivent, comme Franck, etc., parce que ça bouge. Je souhaite à Franck vraiment de la réussite dans son entreprise. Il y a beaucoup de startups RH qui se montent. Regardez ce qui se passe. Il y aura malheureusement des morts, ça c'est sûr, c'est le principe des startups. Mais franchement, au-delà du mot startup,
soyez curieux, regardez, allez à des événements, rencontrez les personnes, parce que le métier de chargé de recrutement, il est en totale évolution aujourd'hui. Et ça, c'est pour nous un constat extrêmement clair. On a 80 clients, des clients du numérique, des clients dans l'économie traditionnelle. On voit bien qu'aujourd'hui, l'enjeu, il est effectivement, pour certaines entreprises, on nous demande d'accompagner, et on le fait, c'est notre métier aussi, d'accompagner les chargés de recrutement sur comment je source aujourd'hui, comment je vais chercher les candidats. Ça, c'est vraiment un enjeu qui est extrêmement important, en sus de la communication dont vous avez parlé. Bien, alors nous avions une question. La question était, la marque employeur, est-ce un effet de mode ou une nécessité? Je pense que les arguments des uns et des autres montrent qu'on est face à une nécessité, on est face à un besoin d'innovation, mais attention, on a un vrai besoin d'authenticité. Donc, quid des pratiques RH au sein de nos organisations? On a un vrai besoin de sincérité, de loyauté, donc dans le discours et le rapport à la pratique, donc au sein des différentes organisations. Un petit mot de la fin de chacun d'entre vous? Alors pour moi, c'est pas un effet de mode, ça c'est certain, parce que ça date pas d'aujourd'hui. Peut-être que les outils numériques nous bouleversent effectivement les choses sur... Enfin, c'est même pas peut-être, c'est certain, bouleversent les choses sur la marque employeur. Donc pour moi, les marques employeurs, elles existent depuis bien longtemps. Donc c'est pas qu'un effet de mode. Est-ce que c'est une nécessité? J'en suis pas convaincu non plus. D'accord. Je pense que ça dépend de la situation des entreprises. On n'est pas obligé de forcément avoir des marques employeurs. Si vous êtes dans une entreprise qui aujourd'hui ne recrute pas parce qu'il n'y a pas de croissance ou parce que est-ce que c'est nécessaire de faire de la marque employeur? Je ne suis pas ultra convaincu. Après, si vous savez que même dans 6 à 9 mois, vous allez recruter, il faut l'anticiper quand même, parce que ça ne déclenche pas des effets de suite. Donc je dirais que ce n'est pas un effet de mode, ce n'est pas une nécessité, c'est au choix. Par contre, ça nécessite, à mon sens, pour chaque DRH aujourd'hui, RRH, futur RH, de se poser la question, est-ce que je dois le faire? Comment je suis dans mon entreprise? Et comment, en corollaire, qu'est-ce que je vais pouvoir communiquer qui a du sens, qui est authentique, qui est transparent, qui est vrai? Voilà. Attention, des choses toutes bêtes, hein, attention aux photos dans les banques d'images, etc. Prenez des photos de vos salariés. Voilà, c'est chouette quand je vois une belle photo de Lucie et Florian à l'écran. Ce sont des vraies photos de vrais IGR. Et ça, c'est chouette. Voilà, c'est bête, mais voilà, soyons sincères, soyons authentiques. Quoi. François, est-ce que c'est un effet de mode? Il y a... Parce que la marque employeur, on en parle beaucoup. Pour les plus jeunes, on en parlait déjà il y a quelques temps. Après, il y a eu la crise, on en a un peu moins parlé parce qu'il y avait moins ce besoin, puis on se faisait petit. Et par contre, clairement, aujourd'hui, moi, je crois, celui qui n'est pas présent, c'est plus compliqué. Et je pense que ça, on l'aura de plus en plus parce qu'aujourd'hui, vous qui arrivez, avant de postuler, vous allez voir sur Google, vous allez voir sur LinkedIn, vous allez voir partout pour savoir. Et je pense que ça, c'est un mouvement de fond, et qu'on soit d'accord ou pas, on va y arriver. Donc, je ne pense pas que ce soit un effet de mode. Et voilà, pour moi, c'est vraiment un mouvement de fond. Après, il y a encore plein de choses à inventer. Et c'est une nécessité. Et on voit les entreprises bretonnes ne sont pas forcément très très bonnes parce que les Bretons, c'est on ne communique pas, machin. Et sauf qu'aujourd'hui, on est beaucoup moins attractif que les entreprises d'autres territoires. Et alors qu'on a on en parlait tout à l'heure, je crois qu'il y a des entreprises mais extraordinaires en France, en Bretagne, et qu'on n'imagine même pas, quoi. Et je pense que c'est un travail de fond, et c'est pas juste de dire, parce que il y en a qui disent, nous on n'a jamais communiqué, et là on a 50 recrutements là, dans 3 mois, là on veut plein de CV. Oui, mais non. Donc il y a aussi, c'est un travail de long terme, voilà, et ça il faut le commencer le plus tôt possible. Oui, moi j'apprécie justement ce travail de fond, ce développement, parce que premièrement, moi j'ai toujours été un passionné de l'entreprise, de ses dirigeants, du métier de dirigeant et de la fonction ressources humaines. Et par ce travail-là, autour de la marque employeur, on va pouvoir montrer enfin des entreprises à taille humaine, ce qui se passe réellement dans les entreprises. Moi j'y crois vraiment fortement, et je pense que progressivement, ça va donner l'opportunité
à certains de se révéler dans le monde RH, de se révéler sur les dirigeants. Moi, je pense que c'est un métier qui est vraiment méconnu, qui est passionnant, mais qui s'apprend. Voilà. Et donc, il y a vraiment quelque chose qu'on est en train de vivre, et la marque employeur, eh bien, elle se montre avec honnêteté. Moi, je suis convaincu depuis très longtemps, alors, parce que je travaille beaucoup avec les TPE, les PME, c'est qu'on parle beaucoup des grands groupes, sauf que la réalité des entreprises, on la méconnaît. On la méconnaît vraiment. Celles qui recrutent, celles qui forment, celles qui se développent, celles qui forment des entrepreneurs, c'est pas forcément le grand groupe. Et là, on a une chance, enfin pour moi, si TalentStube fonctionne essentiellement qu'avec des TPE et des PME, ben je vous dis, tant mieux pour moi, parce qu'on aura conduit à faire prendre conscience des réalités des entreprises. Juste pour rebondir, il y a une chose qui change beaucoup par rapport à il y a quelques années, par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, la communication, ça ne coûte plus du temps. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, avant les réseaux sociaux, ben, c'était de la pub, c'était dans les magazines, et ça coûtait. Et quand on était une petite entreprise, on n'avait pas ces moyens-là. Aujourd'hui, nous, à P2Me2, on communique sur les réseaux sociaux, ça nous coûte du temps. Et ça, c'est une vraie opportunité pour les entreprises, et c'est pour ça que je suis persuadé que ça va pas s'arrêter du jour au lendemain. Emmanuel ? Oui, juste pour finir, alors, j'ai un point de vue là, très personnel, parce que je ne présente pas une entreprise ce soir, en tout cas de conseil ou en lancement, mais pour moi, ce n'est pas un effet de mode, parce que ça a toujours existé. Finalement, que l'entreprise veuille communiquer ou pas, travaille sa notoriété ou pas, dès qu'on a un acteur économique sur un marché ouvert, aujourd'hui c'est vrai que c'est de plus en plus ouvert, forcément, il y a des gens qui vous connaissent, il y a des gens qui vont travailler avec vous, qui vont travailler pour vous. Et donc, c'est un élément de fait de la vie économique, qui peut-être aujourd'hui est repris par les RH, par les communicants, et il y a une sorte de buzz autour de ça. Ça passera pas, j'en sais rien. Et pour moi, ça a toujours existé, puisque quoi qu'on fasse, il y a une image de marque. Par les produits, parfois très liés à la politique RH, parfois déviés. Hein. Donc moi, ça existe de fait. Mais aujourd'hui, oui, c'est devenu une nécessité de se questionner là-dessus. Et quels sont nos objectifs, quels sont les métiers cibles, quelle politique on veut, et quelle attention on porte à ça, parce que c'est vrai que c'est un monde de plus en plus ouvert, comme pour une communication produit, comme pour une entreprise du coin qui pollue une rivière, ça va très vite. Et on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. La communication peut être un vrai succès, comme un énorme échec. Donc il faut y porter une très forte attention. Et moi, juste pour finir, ça m'a fait penser à ça, une forme de boutade, mais parce qu'on est dans une université, je change un peu, mais j'aime bien poser des questions à la fin d'un débat comme ça. Ça m'a fait penser à un sujet du bac, notre discussion de ce soir. J'ai revu ça cet été, c'était marrant. C'est que gagne-t-on à travailler? Et dans le fond, voilà, la marque employeur, c'est que gagne-t-on à travailler chez vous? Voilà. Eh bien, il me reste, messieurs, à vous remercier sincèrement pour vos interventions. Donc, merci pour votre temps, pour nos échanges préparatoires à cette conférence. Et vous, personnes de la salle, vous allez avoir l'immense privilège de pouvoir les approcher, n'est-ce pas? Puisque nous vous convions à un petit pot, un petit cocktail. Vous allez pouvoir suivre le fléchage qui vous amènera au premier étage de l'IGR. Et là, vous pourrez les toucher et les questionner. Bonne soirée.